Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Symbiose, comme vous le savez, tous les vendredis 17 h sur Télé Congo, votre chaîne, celle que vous regardez à l'instant. Symbiose, c'est tout en bouillante culture. La culture ici, c'est l'apprentissage, c'est tout ce qui est universel, tout ce qui est culturel. Ici, nous apprenons tout. Il n'y a pas de frontières. Et aujourd'hui, une autre question aussi importante que celle que nous avons déjà traitée dans cette émission Symbiose. Nous allons parler de la tuberculose. Mesdames et messieurs, aujourd'hui donc nous allons traiter de la tuberculose. Comme je vous l'ai dit, tous croient savoir ce qu'est cette maladie, qui frappe-t-elle, comment se traite-t-elle, comment s'attrape-t-elle. Bref, toutes ces questions vont trouver des réponses aujourd'hui avec mon invité qui est le docteur Franck Ardin Okemba Okombi, coordonnateur du programme national de la lutte contre la tuberculose en République du Congo. Docteur, bonsoir. Alors, la Bonsoir. première question, nous allons faire je dirais de la pédagogie. La tuberculose, qu'est-ce? Merci bien, Monsieur Gilda Smaïla. La tuberculose, comme on le sait, hein, c'est une maladie transmissible parce qu'elle se transmet. Elle est contagieuse parce qu'elle est due à un microbe. Elle est contagieuse. Elle est, elle est curable parce qu'elle se traite et se guérit de ça. Et elle est mortelle parce qu'elle tue. D'accord. Alors, nous avons, je dirais, vous avez défini la tuberculose en tant que médecin, c'est scientifique, mais y a-t-il des termes plus faciles du point de vue compréhension pour expliquer à la population qui nous regarde? La question elle est très importante. Si quelqu'un dans la rue, si cette personne n'a pas un doctorat ou une maîtrise, si cette personne vous pose la question, qu'est-ce que la tuberculose? On lui répond quoi aussi Alors, facilement? en termes simples, on peut dire que la tuberculose, avant tout, c'est une maladie. C'est une maladie qui s'attrape parce que elle est due à un microbe. Euh, le microbe sévit dans la nature et la manifestation de la maladie va s'exprimer avec les signes que la personne peut reconnaître. Alors, une personne, lorsqu'elle tousse depuis plus de 2 à 3 semaines et qu'elle fait la fièvre le soir, elle transpire anormalement le soir, elle devient fatiguée, elle perd de l'appétit. Et pour les jeunes filles en âge d'activité sexuelle, et lorsqu'elles ne voient plus leur menstru, ce sont des sites pour lesquels on peut suspecter la tuberculose. D'accord. Alors, docteur, vous avez lancé une généralité. Nous allons décortiquer la tuberculose. Cette maladie, comment se transmet-elle? Alors, comme on le dit, euh, c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne. C'est la voie la plus sûre, hein, parce que le microbe, à partir du moment où il a, de par sa composition génétique, il est, on dit, aérobie stricte. Donc, le microbe, de par l'air, quand la personne contaminée parle, Quand elle postillonne? quand elle postillonne, quand elle émet un soupir, lorsque la personne rit ou parle de visu en face avec son, Avec autrui, avec la avec personne autrui, qui est donc avec elle. il va émettre, et plutôt elle va émettre des microbes qui vont être maintenus dans de l'air. Et si le contact est assez permanent, c'est pourvoyeur de contamination. Alors, mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous parlons de la tuberculose, une question très importante, et nous en parlons aujourd'hui en prélude à la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, célébrée tous les 24 mars de chaque année. Et aujourd'hui, donc, pour en parler, je reçois le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Avec lui, nous allons traiter de toutes les questions liées à cette pathologie. Elle est très importante et nous osons croire que tout ce que nous allons nous dire ici vous servira à quelque chose. Alors docteur, nous allons donc essayer de ramener le niveau au niveau populaire pour que tous ceux qui nous regardent suivent. Alors nous avons parlé de la transmission de la maladie. Aujourd'hui, quand la personne est atteinte de la tuberculose, quand cette personne parle directement à une autre personne, elle peut transmettre la maladie. Mais en parlant de la tuberculose, moi j'ai des souvenirs. Il y a certains malades, quand vous êtes en face de lui, il a une cage thoracique qui parfois semble être surélevée. Il y a des sueurs, on en a parlé. Alors, quelles sont les parties de l'organisme touchées par le microbe, par la tuberculose, par ce virus, si c'en est un? Bon, pour faire la précision, c'est une bactérie, c'est pas un D'accord. virus.
Alors, cette bactérie peut atteindre tous les organes de l'organisme, mais l'organe phare Les parties. qui a fait aujourd'hui parler de la tuberculose comme un problème véritable majeur de santé publique, c'est le côté respiratoire, pour ne parler que du poumon. Alors, c'est la plus grande des manifestations et c'est par là que la contamination se fait, par ce moyen. C'est-à-dire que quand le microbe est hébergé au niveau des voies respiratoires, c'est par là d'ailleurs que la transmission se fait. D'accord. Alors, on a parlé des parties touchées au niveau de l'organisme. Comment reconnaît-on la maladie, s'il faut la reconnaître? Alors, la maladie, comme tout autre, hein, il y a des signes fonctionnels. Sur le plan respiratoire, c'est quelqu'un qui va tousser, qui va avoir une toux qui va avoir ses caractères assez précis, une toux qui perdure depuis plus de 2 à 3 semaines, en fonction même de la localisation ou bien de la partie du poumon touchée. La toux peut être productive, donc on va tousser, on va cracher, émettre quelques crachats, ou on peut tousser et ne pas pouvoir émettre Les crachats sont des fois composés de sang. Oui, quelquefois, je vais en venir. Donc, à part la toux, il y a des douleurs thoraciques, mais l'expression de la douleur, c'est lorsque la maladie intéresse le tissu de soutien du poumon, qu'on appelle la plèvre. À ce moment-là, il va avoir une collection liquidienne anormalement dans cette cavité et le malade va avoir des douleurs. Le plus souvent unilatérales ou bilatérales en fonction de l'étiologie. Enfin, précisément pour la tuberculose, le plus souvent c'est unilatéral. En plus de ça, en fonction de l'abondance du liquide, le malade va avoir une gêne respiratoire qui peut s'aggraver dans le temps pendant que le liquide se constitue. Et ça, c'est l'ossature. Par ailleurs, le malade peut tousser et émettre directement le sang. Donc, c'est des crachats, on dit, c'est une hémoptysie. Comme aussi, ça peut être d'autres signes. C'est-à-dire que, à part la toux qui va perdurer 2 à 3 semaines, c'est quelqu'un qui va avoir une fièvre le plus souvent le soir, inexpliquée. Il perd le poids. Il ne sait pas ce qui se passe. Il perd l'appétit. OK? Et bien entendu, les autres signes vont s'exprimer en fonction des autres atteintes des autres organes. Mais docteur, peut-on conclure ce soir que tous ceux qui toussent 10 à 14 jours, tous ceux qui perdent l'appétit pendant cette période, tous ceux qui ont des crachats accompagnés de sang sont atteints de la tuberculose? On le dira pas comme ça, mais en fait, c'est des sujets qui doivent consulter un centre de santé pour pouvoir étayer ce qu'il en est. Il y a bien entendu des causes otorhinolaryngologiques. Des fortes chances que ça soit une tuberculose. Et à ce moment, nous conseillons ces malades de consulter le centre le plus proche. D'accord, alors de consulter le centre le plus proche, c'est la question qui va suivre. Quand on a la preuve, quand il est avéré que le malade est atteint de tuberculose, ce malade, que doit-il faire? Quelles sont les démarches? Alors là, il faut une fois arrivé dans ce centre, il doit bénéficier de l'examen direct des crachats. Donc, à l'issue de cet examen, on est censé dire que le malade est tuberculeux ou non. À partir du moment où il sera pris en charge. Il sera pris en charge. Ça suppose qu'il va falloir qu'on le traite. OK? Et le traitement, il varie en fonction de la catégorie, mais le plus classique, hein, si c'est pour une première atteinte, c'est un traitement qui va durer 6 mois. Quand vous dites c'est une première atteinte, je ne comprends pas. C'est-à-dire que depuis sa naissance, à part l'immunité qu'on acquiert
dans la nature, parce qu'il faut dire que le microbe sévit à l'état naturel, pour dire que tout Congolais héberge le microbe de la tuberculose. Ne dites pas ça, vous nous faites peur. Bien entendu. Non, ça nous sommes entourés. Bien entendu. Il sévit à l'état naturel. Parce qu'à partir du moment où nous prenons les transports en commun, nous fréquentons les milieux publics, le marché, les restaurants, les boîtes de nuit, on a toujours été en contact avec ce microbe. Et ça va de soi comment l'organisme va interagir pour faire la maladie ou non. Alors, donc à partir du moment où on fait la maladie, ok, et de par l'expression qu'on venait de dire, il est dépisté, il va être traité. Et le traitement, pour une première fois, donc de par sa naissance, jusqu'à ce qu'il manifeste ses signes et qu'on dépiste qu'il soit tuberculeux, on dirait que c'est une toute première atteinte. Et à cela, le traitement va durer 6 mois pour cette atteinte-là. 6 mois repartis en 2 phases. Il y a une première phase que nous appelons une phase d'attaque, pour laquelle le malade va prendre 4 molécules regroupées en un seul comprimé pendant 2 mois. Et puis, il y a une autre phase d'entretien qui dure 4 mois, à l'issue de laquelle on déclare le malade guéri. Si, à la fin, l'examen des crachats se révèle négatif. Alors, vous avez parlé de première atteinte, ce qui veut dire que le malade peut guérir de la tuberculose et replonger. Bien entendu. Et à ce moment-là... Être contaminé de nouveau. Bien entendu. À ce moment-là, nous, de façon technique, nous définissons ça en catégories. Et c'est des malades de la catégorie 2. Donc, c'est des malades qui, pour une première atteinte, ont fait la tuberculose et arrivé, par exemple, au 5e ou au 6e mois, ils ont présenté de nouveau les microbes dans ces crachats-là. Donc, on parle d'échec. On parle d'échec. La deuxième possibilité, c'est que c'est quelqu'un qui aurait fait une tuberculose dans le temps et qui, pendant une période de 5 ans maximum, refait de nouveau la tuberculose. À ce moment-là, on parle de rechute. Et puis, il y a une autre catégorie des malades qui auraient débuté le traitement et qui l'ont abandonné. Et quand nous les reprenons au-delà de 2 mois d'abandon, nous considérons ces 3 cas comme les cas de catégorie 2. À ce moment-là, le traitement qu'on va leur donner va durer 8 mois. Alors, 8 mois, moi je ne suis pas étonné de voir certains malades abandonner leur traitement parce qu'aujourd'hui la tuberculose c'est une kyrielle de comprimés, il y en a plein. Alors, 8 mois, pourquoi 8 mois pour combattre la tuberculose? Oui, pourquoi 8 mois c'est une idée assez imaginaire. La bactérie est trop puissante? Pas forcément. À partir du moment Vous êtes d'accord avec moi que nombreux abandonnent leur traitement? Bien sûr, il y a une contrainte en rapport avec la prise des médicaments. Mais nous conseillons à ces malades de prendre régulièrement le traitement. Alors, quand le malade est dépisté pour la première fois, il bénéficie de 4 molécules, parmi lesquelles il y a la rifampicine, l'éthambutol, l'isoniazide et le pyrazinamide. Ça fait 4. Alors, on suppose quoi? Le microbe lui-même à l'état naturel développe une certaine résistance, ok? Mais une fois qu'on le met en contact avec des médicaments, il peut interagir autrement, ok? Donc, quand on traite le malade pour la première fois avec ces 4 molécules et que pour une deuxième fois il refait la maladie, il y a une forte probabilité que le microbe ne réagisse pas certainement avec l'une des 4 molécules. Ce qui fait que quand nous retraitons ces patients, nous apportons une nouvelle molécule, la streptomycine, parmi les 4 autres qu'il avait déjà pris avant. C'est pour augmenter les chances de la guérison, en fait. Ah, ça. Alors, docteur, la tuberculose, ce n'est pas que le Congo. On retrouve la maladie un peu partout à travers le monde. La maladie, comme on le dit, la tuberculose est une maladie qui sévit dans une grande partie de façon endémique, dans le monde, et de par le monde il y a des zones à forte endémicité, mais si nous prenons la région subsaharienne où nous nous retrouvons, nous prenons l'Europe de l'Est, c'est des zones où la prévalence est très 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 considérable. D'accord.
Ok, mesdames et messieurs, pour faire une pause, je vous rappelle que c'est l'émission Symbiose tous les vendredis 17h. Ce soir, nous recevons le docteur Franck Ardin Okemba Okombi, coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Nous en parlons prélude à la célébration de la journée mondiale de la tuberculose tous les 24 mars de chaque année. Regardons donc ce reportage sur la tuberculose, quelques témoignages de malades et de médecins traitants. C'est au niveau de la France, si je ne me trompe pas. A tout de suite. BCG pour voir si tu es bien immunisé contre la tuberculose. Fléau du 19e siècle, l'épidémie de tuberculose n'a été jugulée qu'à la fin des années 60 avec les traitements antibiotiques. Elle est due à un bacille et son vaccin, le BCG, même s'il n'est pas totalement efficace, est obligatoire en France. Pourtant, aujourd'hui encore, la tuberculose est loin d'être éradiquée. Si dans le monde elle est en forte expansion, elle connaît, même en France, un regain d'activité. À l'échelon mondial, sur les 8 millions de cas de tuberculose chaque année qu'il y a 7 800 000, sur les 8 millions, 7 800 000 sont dans les pays en voie de développement et seulement 200 000 dans les pays développés. En France, on fait partie des 200 000, il y a des 200 000, et en France, 10 000 cas annuels. Parce qu'en France, eh bien, tout le monde le sait, il y a des poches de pauvreté qui font ressembler certaines régions, certains départements, certains endroits à ce qui se passe dans les pays en voie de développement. L'aspect extrêmement contagieux de la maladie et sa croissance depuis 5 ans dans certains départements fait qu'en France, c'est une loi, le dépistage et les soins de la tuberculose sont aujourd'hui gratuits et anonymes. Les médecins qui soupçonnent une tuberculose orientent les patients vers les dispensaires habilités. Actuellement, l'évolution de la maladie en Île-de-France est comparable à celle d'une ville comme New York. Voilà, mesdames et messieurs, ce reportage que vous avez suivi sur la tuberculose nous permet de comprendre que ce n'est pas seulement une histoire des Africains, elle touche un peu tout le monde à travers le monde. Mais docteur, on nous parle des poches de pauvreté. Pourquoi cette maladie est-elle liée à la pauvreté? Alors, la pauvreté, c'est un grand facteur. La pauvreté fait à ce que on assiste à la promiscuité, ok? La pauvreté fait à ce que on soit voué à une certaine mendicité, de telle sorte que l'on ait un contact aussi facile avec une communauté que l'on ne maîtrise pas. La pauvreté fait à ce que les mesures d'hygiène ne soient pas assez bien prises. On vit dans l'insalubrité. Voilà. Donc, c'est un des maillons des facteurs qui minent l'éclosion de la tuberculose. Ça suppose que les pays à faible revenu doivent fournir assez d'efforts pour essayer d'assainir, si vous voulez, et rendre optimal le cadre de vie pour réduire aussi, de par ce biais, la prévalence de la tuberculose au sein de leur population. D'accord. Alors, pour revenir à la question traitement, le malade, il sait qu'il est atteint de la tuberculose. Tout a été fait au niveau de l'hôpital pour son traitement. Où doit-il se rendre? Alors, actuellement, faut dire depuis 1980, où le programme national de lutte contre la tuberculose a vu le jour, l'effort a été consenti auprès de nos autorités, et ce qui nous a permis, nos techniciens, d'étendre un peu cette prise en charge. Aujourd'hui, nous sommes à 42 centres de dépistage et de traitement. 42 à Brazzaville ou à sur travers... tout le Congo, et à Brazzaville, pour ainsi dire, dans tous les arrondissements, ok, il y a un centre de dépistage. Mais pourquoi tout le monde se regroupe au niveau, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le centre antituberculeux. Voilà, en face du ministère de l'Agriculture. Tout le monde y va, pourquoi? C'est toute une histoire, c'est parti d'une époque coloniale, parce que c'est un centre qui, dans le temps, rendait visible l'action menée dans la lutte contre la tuberculose. Donc, en ce temps, tous les malades convergeaient vers ce centre. Mais avec de nouvelles politiques et les nouvelles recommandations que l'Organisation mondiale de la santé
essaie de rendre disponible, nous, dans nos prérogatives, souhaiterions intégrer les soins aussi bien dans les différents centres. Donc, les circonscriptions socio-sanitaires, les départements, les directions départementales de la santé sont censés prendre en charge ces cas. Donc, ça ne sera pas une affaire de... Vous avez tout décentralisé. Bien entendu. Pour approcher le traitement de... L'effort est en train d'être fait. On n'a pas encore atteint le bout de la chose. Mais est-il que le centre antituberculeux va être désengorgé? D'accord. Alors moi, j'aime pas souvent parler de cette association. Je l'appelle la vilaine association entre la tuberculose et l'infection à VIH/SIDA. Qu'en est-il réellement? Oui. Aujourd'hui, quand une personne est atteinte de tuberculose, on pense automatiquement au sida. Oui, c'est-à-dire que quand nous voyons les courbes sur la prévalence de la tuberculose, partant des années 80 à 2002, avec l'éclosion du VIH, la prévalence était plus ou moins faible comparativement aux données actuelles. Mais depuis que le VIH parle de lui, la prévalence semble augmenter, aussi bien que l'incidence. C'est une raison assez simple. On peut se faire cette analyse pour dire que certainement que le VIH a dû faciliter l'éclosion de la tuberculose. Ça se comprend. Ça revient à ce que j'avais dit antérieurement. À partir du moment où nous hébergeons le microbe est en nous, à l'état qui est sain, il est là, parce qu'on se défend assez, on le combat, mais il est là, il est dans l'organisme, mais il n'est pas mort, il est quelque part, caché. Et dans le temps, à partir du moment où on se contamine par le VIH va détruire les cellules immunitaires de l'organisme qui nous permettent de nous défendre. Et par là, le microbe qui était resté à l'état qui est sain va avoir la force de réagir, de redevenir fort et d'occasionner tout ce qu'on a comme réaction avec la tuberculose. Ce qui explique même les différentes formes que nous assistons aujourd'hui, parce que de par l'analyse qui a été faite avant pour la forme où le microbe a été mis en évidence dans les crachats, mais aujourd'hui, il y a une part assez importante de la tuberculose extra-pulmonaire et même à microscopie négative. Tout ça parce qu'avec le VIH, ces formes ont une courbe assez exponentielle comparativement à la prise en charge qui se faisait dans les années 80. Avant la découverte du VIH/SIDA. Alors, docteur, nous avons parlé de la transmission de la maladie. Nous avons parlé du traitement. Alors, reparlons de la prévention. Que devons-nous donc faire pour éviter la maladie? Est-ce que chaque Congolais, chaque Brazzavillois doit se balader avec un cache-nez pour éviter d'être contaminé? Quels sont les conseils pratiques pour lutter contre la tuberculose? En tout cas, pour l'éviter, quoi. Oui, la prévention, les moyens de prévention, nous les recommandons d'abord aux malades, on va dire, entre guillemets, bacillifères, ceux qui en a retrouvé le microbe. Ils doivent avoir une attitude assez propre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que la contamination se fait par voie aérienne, une fois qu'ils soient dépistés, ils doivent éviter de tousser devant autrui. Ils doivent éviter de cracher à l'air libre. Ils doivent... Parce que le crachat, il dégage le microbe. Bien sûr, le microbe est suspendu dans l'air dans les crachats et il est retenu et bon, de par le contact, il peut émettre la contamination. Donc, pour ceux qui sont dépistés, nous leur recommandons d'utiliser dans un premier temps leur propre assiette, gobelet, verre, fourchette. À la limite, une mise en quarantaine, quoi. Pas vraiment une mise en quarantaine, mais c'est trop méchant de le dire. C'est trop méchant de le dire. Et ces moyens permettent à ce qu'on maîtrise un peu la diffusion du microbe. C'est pour ainsi dire que tous ces malades-là, lorsqu'ils prennent le traitement, les études montrent bien qu'au bout de 2 semaines de prise de traitement,
ces malades sont censés ne plus contaminer. Oui, mais docteur, si dire que la mise en quarantaine, ça c'est méchant, mais vous avez un malade atteint de tuberculose chez vous à la maison. Il a ses ustensiles, il utilise son gobelet, son assiette, mais vous avez un seul téléviseur, vous regardez le journal de 20 heures, vous faites quoi? Vous le mettez à l'écart. Non, mais c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire qu'il peut être parmi nous, mais il prend une des certaine mesures. distance, quoi. Bon, on va le dire, mais de lui-même, il prend des mesures pour éviter tout mode de contamination envers ses semblables. Donc, même s'il est autour de nous, il doit pouvoir éviter de tousser, ou bien s'il veut parler, il utilise un mouchoir pour se protéger, c'est ce qu'on veut dire. D'accord. Alors, nous avons donc parlé de la tuberculose, nous avons parlé de ces mesures de protection au niveau du foyer, au niveau familial, mais en général, on a dit que la maladie est liée à la pauvreté. Donc, nous allons reparler de la propreté, de l'hygiène de vie. Y a-t-il encore quelques autres conseils qu'on peut ajouter? Parce que moi, je me dis que le sujet est si important qu'il faut peut-être tout se dire avant la fin de cette émission. Oui, surtout, c'est de respecter les mesures que l'agent de santé va donner pour la régularité du traitement, respecter les mesures dont on vient de parler, mais ça va de soi de prendre régulièrement le traitement, surtout. Parce que même quand on ne le prend pas, les risques sont encore plus grands de par le comportement qu'aura le microbe pour créer des résistances et contaminer à une certaine gravité son entourage. Donc, ces malades-là, lorsqu'ils sont dépistés, ce n'est pas qu'ils sont en quarantaine, ils doivent respecter les mesures qu'on leur donne. Au bout de maximum 1 mois de traitement, ils sont voués à ne plus pouvoir contaminer. Donc, ils peuvent prendre d'autres mesures qu'avant. Mais par contre, nous savons bien que tous ces médicaments sont métabolisés au niveau du foie. Et nous connaissons le rôle, l'effet délétère de l'alcool au niveau du foie. Donc, a priori, ces malades ne devraient plus consommer de l'alcool pendant toute la durée du traitement. Et je pense que c'est l'une des causes d'arrêt de traitement. Le mec qui se dit j'ai ma bière à prendre, après 3 mois il lâche l'affaire. Peut-être la contrainte avec le nombre de comprimés, parce qu'il faut dire que pendant la première phase, les comprimés ont un diamètre assez plus ou moins considérable. Certains malades l'avouent, parce qu'ils se disent que les comprimés sont assez gros pour pouvoir les avaler. Et ça s'explique par l'association des différentes molécules. Certainement. D'accord. Alors docteur, la tuberculose oui, mais le programme, comment vit-il? Il faut aussi annoncer en passant aux téléspectateurs que vous êtes là depuis quelques mois seulement. Vous êtes en train de prendre les choses en route. Quel est le programme pour 2014? Quelles sont les perspectives? Qu'avez-vous prévu pour 2014? Déjà la journée en elle-même. Alors parlons d'abord de la journée. Qu'avez-vous prévu pour le 24 mars? Alors, pour la journée du 24 mars, nous avons prévu un focus scientifique qui fera le point sur 3 thèmes, on va dire. Ça parlera de l'épidémiologie de la tuberculose au Congo, la gestion de la tuberculose avec le VIH, et l'autre fait majeur, on a oublié de le dire parce qu'on a quelques données maintenant, on parlera de la gestion de la tuberculose multirésistante. Oui. Quand vous dites multirésistante, c'est-à-dire que le mec il tombe malade. C'est-à-dire que la tuberculose multirésistante, c'est un malade dont le microbe résiste à deux molécules. Quand j'ai parlé du traitement initialement, j'ai dit que ces malades bénéficiaient de 4 molécules, entre autres la rifampicine et l'isoniazide. Donc à partir du moment où le microbe résiste à ces 2 molécules-là, on parle de la multirésistance. Le microbe peut résister à ces 2 molécules même quand le malade prend ces produits normalement, sans interruption. Puisqu'on a parlé de la résistance naturelle du microbe, c'est possible. D'accord. Mais à partir du moment où le malade arrête aussi le traitement, il multiplie les risques de créer de nouvelles résistances. Mais au-delà de ça, à partir du moment où il est retraité, ou bien il est retraité effectivement, non seulement qu'on peut suspecter une multirésistante, mais il peut se comporter autrement à ce qu'il soit résistant aussi
à d'autres molécules. D'accord. Donc c'est pour dire que même quand nous dans les perspectives, quand on gère un malade multirésistant, la crainte, parce que c'est une menace carrément sanitaire, c'est de voir un malade ultra résistant. C'est-à-dire qu'au-delà de la multirésistance, qu'il soit résistant à d'autres molécules qu'on peut adjoindre pour le traitement de la multirésistance. Et ces malades, le plus souvent, sont voués à la mort parce qu'on est assez On a tout efficace. essayé, Ouais. rien n'a marché. Donc, en effet, la question fera l'objet d'un troisième thème pour votre focus scientifique. Et qui peut assister à ce focus? C'est monsieur tout le monde ou uniquement L'entrée, déjà, le corps médical? nous avons dit que l'entrée est gratuite. C'est un focus qui sera patronné par son Excellence le ministre de la Santé. Donc, tout agent de santé, tout universitaire qui veut étayer sa connaissance en la matière, invite à y prendre part. D'accord. Alors, mais quand vous parlez de focus scientifique, moi, mon souci, c'est le citoyen lambda. C'est un corps médical qui sera là avec vos termes, un jargon, mais vraiment scientifique. Personne n'y comprendra quelque chose. N'y a-t-il pas une autre rencontre organisée pour la population, histoire d'expliquer, de réexpliquer, de marteler sur la prévention, les mesures d'hygiène? N'y a-t-il pas quelque chose de prévu en ce sens? Oui, et effectivement, de par le monde, quand on décrète la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la journée du 24 mars, c'est juste dire que les actions qui vont être menées dans cette lutte commencent à partir du 24. D'accord. Ça suppose que dans le temps, nous comptons organiser des campagnes de sensibilisation. C'est entre autres les recommandations que l'OMS nous impose, parce qu'il faut intégrer les actions jusqu'aux populations vulnérables et pauvres. Donc, aller même jusqu'au niveau des populations autochtones. Oui, en effet. Toucher donc toutes les couches, quoi. Voilà. Donc, il y a une campagne de sensibilisation qui se ferait d'ici là. Nous nous préparons à cela pour mettre les gens sur le terrain. D'accord. Alors, docteur, avons-nous tout dit sur la tuberculose? Prenez votre temps, réfléchissez. Avons-nous tout dit? Non, il y a un maillon assez important sur la tuberculose multirésistante, parce que jusqu'en 2012, le Congo ne pouvait pas dépister ces cas. Donc on a toujours été appuyé par l'OMS, et qui nous avait donc doté d'un appareil qu'on appelle le GeneXpert. Et à partir de cet appareil, nous avons pu recenser environ 89 cas suspects, parmi lesquels 15 ont été positifs pour la tuberculose. Mais parmi les 15, il y a 5 qui ont été testés résistants, multirésistants, on va dire. Y a-t-il de l'espoir pour eux? Bien sûr, il y a de l'espoir, mais c'est notre plaidoyer. Mais quand vous dites 2012, ce qui veut dire qu'avant 2012, on a sûrement accusé un oncle ou un grand-père de sorcellerie. Certainement, parce que quand nous voyons nos courbes par rapport à l'efficacité thérapeutique, effectivement, il faut dire qu'on est maintenant un peu fort, parce que on a une efficacité thérapeutique, de succès thérapeutique autour de 80,39, avec un taux de détection de 68%. Mais autour de ça, on a 12% de perdus de vue. C'est des malades qui sont dans la communauté, qui sont parmi nous. Mais qui on ne sait pas comment ils se comportent. Et ils ont été, excusez-moi de vous interrompre, mais ils ont été dépistés. Ils ont été dépistés, ils ont pour la plupart débuté le traitement, et puis on les a perdus de vue. On n'a plus de nouvelles les concernant. Et avec les nouvelles données que nous venons d'avoir sur la tuberculose multirésistance, on peut s'interroger si ces 5 patients ne viennent pas. Ce qui est sûr, ces 5 patients sortent de ce cas de 12% des perdus de vue. D'où, c'est vrai qu'on est parti de très loin, parce que bien avant 98, 2000, on avait un taux de perdu de vue autour de 35%. Là, on est à 12. C'est vrai que ça décroît,
mais les efforts doivent être consentis afin de réduire au maximum. Oui, parce que 12, c'est une bombe à retardement. Oui, qui se balade afin dans de la réduire ville, au quoi. maximum ce pourcentage, d'où il faut intégrer nos actions au niveau de la communauté et pour pouvoir rechercher ces patients-là. D'accord. Alors, docteur, je pense que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Peut-être un mot de fin, un dernier conseil, une dernière inspiration, je sais pas. Pour conclure, on peut dire que tout cas suspect, en tout cas, lorsque la personne tousse anormalement depuis un certain temps, il va de soi qu'il consulte un centre de santé intégré le plus proche afin qu'il soit dépisté. Mais une fois qu'il est dépisté, il faut qu'il ait le courage, on a peut-être oublié de le dire, qu'il ait le courage de se faire dépister pour le VIH, pour pouvoir mener à bien, si jamais il est dépisté tuberculeux, que la prise en charge se fasse normalement. Pour ce faire, comme on l'a dit, dans les perspectives, c'est déjà en cours, nous ciblons la convergence de nos actions avec le programme VIH et SIDA afin de rendre assez visible la prise en charge de ces patients co-infectés. Donc, l'important, c'est vrai, il y a le côté des malades tuberculeux à microscopie positive qui font aujourd'hui parler toujours de la tuberculose, mais il y a l'éclosion de la tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose VIH. Donc, ces actions doivent être couvertes et nous demandons donc, pour parler du mot de fin, demandons à nos autorités de nous appuyer, comme ils n'ont cessé de le faire, afin que nous arrivions à mieux dépister ces malades multirésistants, que nous ayons une salle de culture, elle est en cours d'achèvement, et qu'on l'achève, et que bon, on arrive à donner produire de très bons résultats. D'accord, merci docteur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que je viens de recevoir le docteur Franck Ardin Okemba Okombi, coordonnateur du programme national de la lutte contre la tuberculose. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs, prenez ces conseils, mettez-les en pratique, vivez dans une hygiène excellente pour repousser cette maladie loin de vous. Et en passant, je vais dire un bonsoir à madame Agnès Timatiemi et à monsieur Presley Oko qui sont du programme national de lutte contre la tuberculose, qui nous ont aussi permis de mettre sur pied tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Symbiose, c'est tout ceci et c'est tout cela, c'est l'apprentissage, nous apprenons au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous vendredi 17h avec un nouveau thème et un nouvel invité. Merci à toutes et à tous et au revoir. C'est s'assurer que le paquet des services, ces interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité puissent toucher tous les enfants de ces pays, tous les enfants du Congo. Ça veut dire, plus précisément, les maladies qui tuent les enfants, nous les connaissons, c'est le paludisme. Quand l'enfant a le palu, a la fièvre, puisse avoir un traitement antimalarien. Que tous les enfants dorment sous moustiquaire. Chaque enfant qui a la diarrhée puisse avoir accès à la réhydratation orale. Et lorsque l'enfant a une déshydratation, puisse avoir accès en centre de santé, en hôpital, pour être réhydraté. Quand un enfant a une pneumonie, cet enfant ne doit pas rester à la maison. Il ne faut pas l'amener chez le guérisseur traditionnel ou que les parents essaient
de traiter alors qu'ils ne savent pas forcément quoi faire. Il faut l'amener au centre de santé le plus proche pour le traitement. Ça, c'est un exemple par rapport aux maladies qui tuent les enfants. Mais il y a alors ces autres gestes qui sauvent, dont on a parlé en matière notamment de nutrition, l'allaitement maternel exclusif. Il y a en matière de nutrition la supplémentation en vitamine A. Tous les enfants devraient avoir accès. Et il y a l'environnement, un environnement sain. Un environnement sain dans lequel l'enfant se trouve. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question d'assainissement, l'accès aux latrines, l'utilisation des latrines, l'eau potable. L'enfant doit pouvoir avoir. Le gouvernement doit se déployer, comme on dit, donc dans tous les domaines pour éviter ces poches de résistance. Et ces domaines sont complémentaires. Ces domaines sont complémentaires parce que on ne peut pas avoir un meilleur état de santé d'un enfant si l'environnement n'est pas sain. Il y a les autres secteurs connexes à la santé, en fait, qui contribuent à une meilleure santé de l'enfant. D'accord. Docteur, je vous dis encore merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous venons de nous entretenir avec le représentant de l'UNICEF au Congo, le docteur Aloïs Kamurigaye, avec qui nous avons parlé de tout ce qui touche à la survie de l'enfant. Merci de nous avoir suivis. Symbiose tous les vendredis 17h. Prochain rendez-vous, comme je vous l'ai dit, le vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien et au revoir.